Dans 15 ans, j'imagine que le monde du travail sera en prolongement des ruptures qu'on connaît déjà, mais avec en même temps peut-être des radicalisations. L'intelligence artificielle va jouer quelque chose, la problématique du lieu de travail va aussi être importante, et je pense aussi qu'il y aura une sensibilité plus forte à la satisfaction au travail, à la possibilité justement de faire un beau travail, auquel les jeunes générations sont très sensibles, je le vois auprès de mes élèves, et veulent effectivement se battre pour faire un travail qui soit satisfaisant pour eux sous tous les angles. Bonjour et bienvenue dans Vision, un monde du travail en mutation. Aujourd'hui, nous parlons du beau travail avec Jean-Philippe Bouilloux, professeur de management et de sociologie des organisations. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe, comment le beau s'exprime dans votre vie professionnelle ? Le beau s'exprime dans ma vie professionnelle comme il s'exprime dans toutes les vies professionnelles. C'est-à-dire, je sais ce que c'est qu'un bon travail fait par un étudiant, je sais ce que c'est qu'un bon cours, je sais ce que c'est qu'un bon article, un bon livre. Et en fait, tous les métiers génèrent leurs critères du beau travail. Une belle interview, un beau pansement pour une infirmière, un beau mur pour un maçon, un beau jugement bien écrit pour un magistrat. Bref, tous les métiers génèrent leur catégorie du beau travail. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, ce sont des catégories qui existent dans tous les métiers, mais dont on ne parle pas beaucoup, en fait, dans la sociologie du travail ou dans les travaux sur le travail, si j'ose dire, les plus usuels. Alors justement, dans votre travail à vous, vous avez différentes casquettes, si je peux dire ça de cette manière. Est-ce que vous voulez les présenter, puis nous dire justement comment s'exprime le beau dans vos différentes casquettes ? Alors, j'ai fait des études de gestion, de philosophie, de sociologie, et je suis beaucoup intervenu pour des organisations, c'est-à-dire je fais du conseil, de l'intervention dans des organisations, et c'est au cours de ces interventions que je me suis aperçu que ces notions esthétiques affleuraient dans la plupart des discours. Que ce soit chez les opérationnels, que ce soit chez des cadres, que ce soit chez des gens qui avaient des responsabilités transversales. Et en fait, non seulement ce discours affleurait, mais en plus, la possibilité de faire un beau travail, c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire que si les gens avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas, dans leur métier quotidien, faire un travail satisfaisant à leurs yeux, un travail selon des critères de qualité qui soit satisfaisant à leurs yeux, eh bien, ils en ressentaient une frustration, une gêne, une déstabilisation, un manque de fierté. Et quand on ne peut pas être fier de son travail, c'est assez compliqué de rester motivé pour son travail. Donc c'est comme ça que je me suis aperçu que ce sujet du beau travail était finalement une sorte de point aveugle dans notre rapport ou dans les analyses sur le travail. Et aujourd'hui, donc vous êtes professeur à l'ESCP Business School, mais pas uniquement, et vous êtes chercheur également. Oui, alors je suis enseignant-chercheur comme beaucoup de mes collègues, c'est-à-dire je suis professeur à l'ESCP Business School, je suis aussi chargé de cours à l'université de Paris-Cité, je suis impliqué dans des revues professionnelles et académiques, comme la nouvelle revue de psychosociologie, je suis vice-président du réseau international de sociologie clinique, et donc, et aussi j'interviens dans des entreprises pour des missions d'organisation et souvent auprès de directions générales pour les aider à comprendre l'environnement dans lequel ils sont ou les mutations du travail auxquelles ils font face. Ce qui vous permet donc d'avoir une vision transversale sur le beau, qui est notre sujet. Oui. Et comment justement est venue cette envie d'écrire, parce que donc on parlera, vous avez écrit un livre sur le sujet, d'écrire sur le beau au travail et le beau travail. Oui. Alors, en fait, effectivement, je suis intervenu depuis plusieurs années dans une trentaine d'entreprises en tout, des secteurs très divers, ça peut être de la banque, de la sidérurgie, du monde très business to business. J'ai même fait une intervention pour la ville de Paris. Et en fait, donc comme je le disais, j'ai été frappé du fait qu'il y avait régulièrement un discours qui apparaissait sur le beau travail. Et donc je me suis interrogé sur en quoi le beau nous concerne dans le travail.
Et le beau nous concerne dans le travail à de multiples niveaux. Déjà, comme je l'ai dit, on sait tous ce que c'est qu'un travail bien fait, un beau travail. Bon. Mais il y a aussi le cadre de travail. Le cadre de travail est quelque chose auquel on est de plus en plus sensible, auquel les jeunes sont aussi de plus en plus sensibles. Les jeunes n'ont pas envie de s'installer à la Défense quand ils créent leur start-up. Ils vont plutôt chercher à créer des endroits plus chaleureux, plus dans la ville, parce qu'ils ont besoin de ce beau cadre de travail-là pour exister. Et puis, il y a aussi quelque chose qui existe dans le travail, ce sont les belles relations de travail. C'est-à-dire que si les relations de travail sont belles ou pas belles, elles font partie du travail. Et elles font partie du travail de façon complète. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour les belles relations de travail, mais elles font partie du travail. Si les relations de travail sont très agréables, les gens peuvent y trouver des bénéfices qui leur feront rester, par exemple, dans un travail pas très bien payé, mais très agréable pour eux à vivre. Et donc, ça fait partie, finalement, de l'expérience du travail que nous faisons. Notre expérience du travail, c'est pas uniquement la tâche que l'on doit faire contre un salaire et pendant des horaires. C'est aussi le cadre de travail dans lequel on vit, c'est aussi les relations que l'on a avec les autres. Et tout ça, c'est traversé par des critères, finalement, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que c'est agréable ou pas agréable? Est-ce que c'est supportable ou insupportable? On parle beaucoup de harcèlement, de souffrance au travail. Ben là, justement, on est du côté de la laideur dans les relations de travail. Donc il y a quelque chose qui apparaît, et cette chose qui apparaît nous renvoie à des termes qui se renvoient eux-mêmes. On parle de beau travail, de belles relations de travail bien fait. Donc on est dans le beau, le bien, le bon, dans un archipel sémantique où les mots se renvoient les uns les autres. Et cet archipel sémantique-là, on ne l'a pas beaucoup interrogé. Et c'est ça qui m'intéressait parce qu'on a vu le travail sous un angle très rationnel pendant longtemps sur, on échange du temps contre de la rémunération, la disponibilité, etc. Alors ça existe, bien sûr, le contrat de travail nous stipule que l'on va faire un certain nombre d'heures dans certains lieux, quelquefois, et on a une certaine tâche à faire, et pour cette tâche, on va être rémunéré un certain montant. Mais en fait, le travail, il y a plein d'autres choses autour de cela. Et ce sont ces choses autour de cela qui donnent la saveur au travail. C'est-à-dire que le cadre, l'ambiance, la possibilité d'être fier du travail que l'on fait, ça, ce sont des choses qui sont importantes. Oui, donc il y a le travail de qualité, ce que vous venez de dire, la possibilité d'être fier, parce qu'effectivement, si on ne peut pas faire un travail de qualité, petit à petit, on perd du sens, on en parlera après. Il y a l'esthétique aussi du produit-service dont vous parlez, qui est importante, et puis il y a donc le cadre, le beau cadre de travail et les belles relations de travail. Donc on touche à beaucoup de sujets du travail en réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle si peu ? Alors, c'est mon hypothèse et que je développe dans le livre, c'est qu'il y a eu un double mouvement. Un premier mouvement, c'est que l'appréhension du travail à partir du 19e siècle se fait beaucoup sous un angle très rationnel, très économiste. Il y a toute une tradition marxiste d'interrogation du travail, à la fois comme aliénation, comme échange entre celui qui travaille, qui apporte son temps de travail, sa disponibilité, contre de l'argent, etc. Et cette perception du travail a été quand même très dominante. L'autre chose qui a été aussi dominante, c'était la centralisation ou la centralité des problèmes du travail, qui sont réels. Les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, tout ce que le travail fait au corps, et qui fait que ça a été une grande problématique de toute la sociologie du travail, de toute l'ergonomie, de voir ce que le travail fait au corps, et fait de pas très bien au corps. Et donc il y a eu une préoccupation centrée sur des problèmes du travail, et donc ça a masqué un petit peu ces autres dimensions du travail. L'autre hypothèse, c'est que quand on est passé, quand il y a eu l'émergence d'une société industrielle au XIXe siècle avec les révolutions industrielles, on a été dans un processus où l'artisanat est devenu quelque chose d'un peu marginal. Les vêtements au XVIIIe siècle étaient largement faits par des artisans, des couturières. Bon,
On a inventé au XIXe siècle la confection, hein, c'est-à-dire quelque chose qui s'industrialise. Et dans l'artisanat, il y avait une maîtrise à la fois de la conception, c'est-à-dire la capacité à dessiner quelque chose. Un ébéniste, par exemple, c'est quelqu'un qui est capable de dessiner un meuble. Je vois que dans ce quartier, il y a plein de rues Eubène, il y a un collège Eubène à côté, qui est un grand ébéniste du XVIIIe siècle. Un ébéniste, c'est quelqu'un qui est capable de dessiner un meuble, de dessiner des ornements, mais il est capable aussi de construire le meuble. Et puis, il connaît aussi la matière, il connaît les différentes essences de bois. Et ce métier d'artisanat intègre naturellement des catégories esthétiques à son époque parce qu'elles font partie intégrante du métier. Mais quand on est dans l'industrialisation, quand on est dans la phase de la révolution industrielle, on va avoir une séparation entre ceux qui conçoivent le travail et ceux qui l'exécutent. On va avoir des bureaux d'études qui vont concevoir le travail, des designers qui vont dessiner quelque chose pour d'autres. Et puis l'ouvrier, qui est l'héritier un petit peu des artisans, parce que c'est lui qui fait quelque chose, ben lui, il n'a plus son mot à dire. Et donc le travail lui-même, le travail industrialisé, le travail de la grande entreprise, est un travail qui va mettre les dimensions esthétiques dans un coin avec des spécialistes de l'esthétique qui vont devenir les spécialistes de l'esthétique industrielle, pour reprendre les termes de Raymond Lévy, c'est-à-dire des designers, des gens qui vont dessiner quelque chose, et puis après tout le reste de la structure va s'occuper de production, de gestion de production, d'économie sur les matériaux, et l'ouvrier perd aussi le contact ou le choix de la matière. C'est pas lui qui décide de tel ou tel bois, de tel ou tel métal, on lui fournit de la matière et c'est à lui de la transformer. Donc il y a, du fait de l'industrialisation, il y a quelque chose qui se perd dans un univers de production qui auparavant intégrait naturellement l'esthétique comme quelque chose d'important. Ça se voit si vous allez au Conservatoire des Arts et Métiers, même des objets qui pour nous sont des objets scientifiques, comme par exemple des microscopes ou des objets scientifiques du XVIIIe siècle, ils sont décorés, mais ils sont décorés parce que naturellement, ça ne vient pas à l'idée à un artisan qui fabrique un microscope de faire quelque chose de complètement brut. Il va faire un objet joli selon les critères du style de son époque. Alors que maintenant, cette chose-là est marginale. Oui, donc l'esthétique avait plus d'importance avant. Elle avait une importance parce que du fait de la prégnance de l'artisanat et du fait que finalement, l'artisan, c'est quelqu'un qui est à la fois entre l'esthétique et la technique et qui maîtrise les deux. Les compagnons du Tour de France, d'ailleurs c'est très, très intéressant quand on regarde la réfection de Notre-Dame, les compagnons du Tour de France que l'on voit dans tous les entretiens, dans toutes les interviews, ce sont à la fois des gens qui sont capables de dessiner, de redessiner une gargouille, de refaire une gargouille comme Viollet-le-Duc l'avait faite, mais en même temps ils sont capables aussi de la sculpter, alors pas avec les mêmes outils qu'à l'époque, mais ils sont quand même capables de la sculpter, de penser à la poser pour qu'elle tienne, etc. Et donc là, on est dans la résurgence d'une activité artisanale telle qu'elle se faisait majoritairement avant l'industrialisation. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui se perd. Et pourtant, on le retrouve quand même à tous les niveaux. Au-delà de l'esthétique, elle se retrouve aussi, j'ai envie de dire, sur des théories scientifiques, puisque, bien sûr. Comme le disait dans le livre L'infini dans la paume de la main, l'astrophysicien Trings van Tian, j'espère que j'ai pas écorché son nom, écrit « Les théories qui décrivent le mieux la nature et sont les plus conformes aux expériences sont aussi les plus belles ». Absolument. Mais je cite beaucoup dans mon ouvrage le livre de Cédric Villani, Théorème vivant, Cédric Villani est un grand mathématicien qui explique une très belle démonstration ne peut s'apprécier qu'en termes esthétiques, c'est-à-dire elle va être élégante, elle va être rapide, elle va être originale. Bref, le monde de la recherche en mathématiques a des mots qui relèvent de l'esthétique pour parler de la qualité d'une démonstration. Elle n'est pas uniquement bonne ou mauvaise, vraie ou fausse. Elle est plus ou moins élégante, plus ou moins astucieuse, plus ou moins belle. Et dans la recherche, on a très souvent cela. Moi, je suis dans des jurys de thèse. Il y a des fois, on a de très belles thèses. On se dit, c'est une très belle thèse. Alors, il y a des critères objectifs de la belle thèse. Elle est à la fois bien écrite, bien structurée, avec un sujet original, etc. Mais voilà, on en parle dans ces termes-là. Et je m'aperçois que tout métier génère ces critères esthétiques.
hein, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans des métiers très opérationnels. Moi, j'ai travaillé pour des éboueurs, pour la ville de Paris. J'ai travaillé pour... on a fait une intervention auprès d'un atelier de propreté, c'est-à-dire un lieu où il y a des éboueurs qui font la collecte des ordures et qui font le balayage. Et un éboueur vous explique un trottoir bien balayé, où il ne reste rien, où il n'y a pas de traces d'eau, etc., ça leur fait plaisir, ils sont fiers de l'avoir fait. Quand le caniveau est bien dégagé aussi, il y a une fierté qui se dégage. Et donc, le beau travail est une source de fierté, une source de confiance en soi, et qui permet aussi d'avoir une motivation pour le travail. C'est quand on peut faire un beau travail, eh bien on a envie de le réitérer, on a envie de continuer à faire cela. Voilà. J'en parle beaucoup avec mes étudiants parce que je leur fais un cours sur ce sujet-là. Et j'ai des étudiants en grande école, s'ils sont arrivés là où ils sont, c'est qu'ils ont été de bons élèves. Ils savent très bien ce que c'est qu'un beau travail. Ce qui ne veut pas dire qu'on fasse toujours un beau travail. Il y a des fois, on fait des choses juste pour passer, parce qu'on n'est pas très motivé, parce qu'il y a des matières qui nous inspirent moins que d'autres. Mais en définitive, on sait, même quand on fait un travail moyen, on sait que c'est un travail moyen. Mais le bon élève, c'est celui qui fait un beau travail et qui a envie que ça continue parce que il va en tirer beaucoup de reconnaissance de son beau travail. Il va en tirer beaucoup, finalement, non seulement une fierté, mais une fierté aussi des parents, une bonne image auprès des enseignants, etc. Et donc, il a envie de réitérer cela. Il y a un éternel retour du désir de beau travail. Et donc, le beau travail permet aussi de se projeter positivement sur le futur. C'est-à-dire que quand on travaille bien dans un environnement, on a envie que ça continue, on a envie de réitérer cela. Et c'est une expérience qui est extrêmement satisfaisante, qui permet de se projeter avec confiance dans l'avenir. À l'inverse, si on n'est pas fier de son travail, si par exemple on est dans un centre d'appel, on répond à des appels et qu'il y a un management qui vous presse à répondre de plus en plus vite à des appels, qui vous presse de ne pas répondre trop en détail à des appels pour prendre le maximum d'appels, et ben là, on a la spirale inverse. On n'est pas très fier du travail que l'on fait, on n'est pas très motivé pour le faire, on se demande si on a envie de le faire encore, si on va continuer à le faire, c'est pas très satisfaisant, et donc on est dans une spirale qui est une spirale de démotivation et de doute. Ça, c'est les conséquences, effectivement, de cette perte du beau. Et dans les relations humaines également, vous en parliez. Autant dans les métiers de la relation humaine. D'ailleurs, il y avait un bouquin du désir au plaisir de changer, où elle parlait de ça, de cette élégance dans le coaching aussi, de cette élégance du discours, de l'échange. Donc on retrouve cette esthétique quelque part du discours. Et au-delà de ça, dans les relations, comme vous disiez, dans le travail tout simplement, puisqu'on est en relation en général, à part quelques exceptions, c'est vrai que c'est aussi porteur d'une ambiance, porteur de, au final d'un travail qu'on a envie de mieux faire. Donc tout se répond. Oui, c'est-à-dire que il en est des relations de travail comme de rapport au travail lui-même. Si les relations de travail sont bonnes, eh bien, elles se renforcent d'elles-mêmes, elles génèrent leurs propres projets. Moi, j'ai un collègue avec lequel j'ai fait pas mal d'articles, et puis on a plaisir à travailler ensemble, on fonctionne bien ensemble, et donc voilà, de projet en projet, finalement, on fait pas mal de choses, d'articles ensemble, et donc toutes ces dimensions positives du travail sont toujours positives dans notre rapport à l'avenir. C'est-à-dire qu'on a envie de cet éternel retour dont parlait Nietzsche, c'est-à-dire que ça se réitère, que les choses se réitèrent. Et c'est pour ça que voilà, ces dimensions-là sont finalement aussi importantes dans notre rapport au travail, dans notre motivation au travail. Même chose pour le cadre de travail. Si le cadre est beau, on n'a aucun plaisir à y revenir, aucun problème à y revenir, au contraire. Je veux dire, on est à chaque fois satisfait, agréablement, c'est une expérience agréable. À l'inverse, s'il faut vraiment se forcer pour aller dans un lieu qu'on n'aime pas, à un moment donné, on va se poser la question. Donc le beau travail est porteur de sens, vous disiez. Il est complètement porteur de sens parce que, en fait, il peut donner du sens même à un métier qui pourrait paraître difficile en termes de sens au travail. Moi, j'ai vu avec des éboueurs,
en fait, le sens au travail pour eux, c'est à la fois la fierté qu'ils ont de dire sans nous la ville serait pleine de maladies, etc. Et puis, c'est de se dire, ben voilà, ce trottoir-là, ce truc, c'est moi qui l'ai fait et c'est bien fait. Et bon, ben, ok, 2 jours ou 3 jours plus tard, il faudra repasser. Mais voilà, ça a été bien fait. Une collecte pour des éboueurs bien faite, c'est une collecte qui est faite rapidement, où on n'a rien laissé par terre, où on a tout pris, où on a fait le minimum de nuisances, d'embouteillage, voilà, parce qu'on a travaillé assez rapidement. Et donc, ils ont le sentiment que ça s'est très bien passé, quelque chose qui s'est bien passé. Et donc, même dans un métier où on pourrait se dire quand même que c'est pas un métier facile, pour trouver du sens au travail, en fait, on peut trouver du sens au travail. Et il y a plein d'autres métiers, évidemment. Un chirurgien qui a réussi une belle opération compliquée, lui, il sait ce que c'est qu'un travail bien fait, il sait ce que c'est qu'une belle opération, et les enjeux sont considérables. D'ailleurs, vous dites dans votre livre « Pouvoir faire du beau travail » que cela permet aussi à l'individu d'exister, oui. En résistant à la monotonie, à l'usure du quotidien, à l'ennui, en lui permettant d'échapper à la froide logique de la rationalité productrice. Et oui, parce que ça paraît quand on fait des enquêtes auprès des opérateurs. C'est que très souvent, quand vous avez même un travail un peu répétitif, par exemple, même un boulanger, il y a des enquêtes qui ont été faites auprès des boulangers. Qu'est-ce qui fait que le boulanger, tous les matins, se motive pour faire un pain de bonne qualité ? C'est qu'il met aussi un point d'honneur à faire un pain de bonne qualité. C'est pas uniquement parce qu'il sait que s'il fait un pain de bonne qualité, il en vendra plus et c'est bien pour son activité. Mais c'est aussi parce qu'il met un point d'honneur et que ce point d'honneur fait que chaque pain doit être bien fait. Il y a un très beau, joli petit texte de Charles Péguy dans un livre de 1913 qui s'appelle L'argent, où il explique, Charles Péguy était fils d'une rempailleuse de chaises à Orléans, il explique que toute sa vie, il a vu des chaises rempaillées avec un point d'honneur pour que la chaise soit bien rempaillée. Et il dit qu'un bâton de chaise devait être bien fait en lui-même, pour lui-même. Il n'était pas bien fait pour le patron, pour le client, etc. Mais celui qui faisait ça le faisait bien parce que le travail doit être bien fait en lui-même. Et ça, je pense que c'est un point de vue qui est très juste. C'est-à-dire que même dans des contextes un peu difficiles, on peut mettre un point d'honneur à bien faire un travail, alors que le travail lui-même n'est pas obligatoirement très valorisé de l'extérieur. Il y a un autre exemple de chez Primo Levi dans Si c'est un homme, où il parle d'un Italien qui était en camp de concentration, comme Primo Levi, un Italien qui avait aidé Primo Levi qui passait un petit peu de nourriture, etc. Un Italien qui était maçon, et à un moment donné, les Allemands lui demandent de faire un mur, et l'Italien, en fait, alors qu'il est les Allemands et les nazis, etc., mais va mettre un point d'honneur à faire un bon mur, parce que c'est son honneur qui est en jeu, c'est pas les Allemands. Et c'est son honneur de maçon italien qui est en jeu, et il fait un mur qui tient. Alors à l'inverse, quelles sont les conséquences de cette perte du beau à l'heure actuelle ? La perte du beau, elle se fait souvent pour des raisons un peu managériales. C'est-à-dire que on va presser les gens à travailler plus ou à produire plus dans le même temps de travail parce que on veut réduire les coûts. Ça, c'est un grand classique. Et on veut réduire les coûts. Et donc, pour réduire les coûts, on va augmenter les cadences. C'est un peu comme la même chose que dans le début des temps modernes de Charlie Chaplin. On augmente la cadence. Et à un moment donné, les gens peuvent devenir fous. Ou, en tout cas, ils n'ont plus la possibilité de faire le travail complètement ou aussi bien qu'ils voudraient le faire, ou complètement à fond. Et donc, là, on est dans une spirale inverse. C'est-à-dire un travail qui est moins bien fait, un travail dont on n'est pas fier. Si c'est un travail dont on n'est pas fier, on s'identifie moins au travail, on est moins motivé. Et si on est moins motivé, on commence à être dans le doute, on cherche peut-être ailleurs, on en fera le minimum, etc. Et on commence à se mettre aussi en tension avec la direction parce que finalement, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a des collègues qui ont parlé de qualité empêchée, c'est-à-dire du fait que, dans certains cas, la qualité, on empêche les gens de faire un travail de qualité. Et autant le beau travail est un support d'identité, parce que si j'ai la réputation de faire un beau travail, si je suis un chirurgien qui a la réputation de faire de belles opérations, cette étiquette-là vous accompagne, crée un halo positif autour de vous, quand on parle de vous, quand on vous évoque. Autant qu'on n'a plus cette possibilité de ce halo positif,
eh bien, on rentre dans quelque chose d'assez négatif, d'assez déprimant. Je pourrais faire un beau travail, mais là, j'ai plus les moyens de le faire. Et comme on ne me donne plus les moyens de le faire, qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je pourrais travailler ailleurs pour faire un travail satisfaisant? Et donc, pour moi, c'est aussi un des indicateurs ou un des critères du moment où les individus commencent à être démotivés, se sentent incapables de faire le travail qu'ils aimeraient pourtant faire. Et donc, au final, c'est contre-productif. On veut réduire les coûts, mais on a une perte d'engagement, qui est un des grands problèmes actuels, et une perte de sens, dont on parle beaucoup également. Oui. Donc, ce beau qui contribue au sens, qui va contribuer à l'engagement, devrait vraiment être mis au centre. Oui. Oui, il devrait être mis au centre, mais comme je l'ai dit, c'est un peu un point aveugle. Alors, c'est un point aveugle, en même temps, ça a beaucoup intéressé de gens, parce qu'il y a même des collègues qui m'ont dit que ça ouvrait un axe de recherche intéressant pour la sociologie du travail, mais c'est un point aveugle aussi pour les syndicats. Mais c'est un point aveugle qui intéresse les syndicats. La CFDT m'a demandé de faire un papier pour son journal sur les cadres, parce que effectivement, c'est compliqué de revendiquer une possibilité de faire un beau travail. C'est-à-dire que les syndicats ont l'habitude, et c'est normal pour tout un tas de traditions, de revendiquer des choses quantitatives, c'est-à-dire des revenus, des postes, etc. Ils vont pas revendiquer quelque chose d'un peu plus abstrait ou un peu plus difficile à quantifier, qui sont les conditions de possibilité d'un bon travail. Alors, de facto, ils le font, en fait, dans certains cas, mais sans le dire comme tel. Hein. Parce que le beau, grosso modo, c'est quelque chose d'un peu esthétique, de l'ordre de la gratuité, etc. Parler du beau dans l'univers du travail, c'est pas très simple. Non. Il y a un très joli texte de Simone de Beauvoir dans Les Mandarins où ils parlent à un moment, ils sont avec Sartre et Camus, et puis ils voient un soir une usine vers Grand Couronne, à côté de Rouen, et puis ils disent c'est beau. Et enfin, Camus dit c'est beau, et Sartre dit c'est quand même des gens qui font du travail de nuit, c'est de l'aliénation, c'est de l'exploitation, on peut pas dire que c'est beau. Et Camus dit c'est quand même beau, enfin c'est un spectacle qui est beau, etc. Et Simone de Beauvoir dit qu'elle est très perplexe parce qu'elle voit bien qu'à la fois c'est beau, oui, comme spectacle, et en même temps c'est compliqué de parler du beau comme spectacle sur un lieu de travail qui est associé pour nous à de la souffrance, de l'aliénation, le contraire de l'autonomie. Hein. Et c'est cette tension-là qui est compliquée à exprimer, à clarifier, en tout cas qui n'est pas très légitime à aborder, alors même que tout le monde sait ce que c'est qu'un beau travail. Oui. On sait tous ce que c'est qu'un beau travail, ou un travail mal fait. Il y a un artisan qui vient chez nous, on sait s'il a bien travaillé ou pas. Si le peintre a bien travaillé ou pas. Lui-même, il sait s'il a bien travaillé ou pas. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais dont on ne parle pas vraiment. Oui, c'est effectivement compliqué à quantifier. Voilà. Et ça peut être relatif, comme vous l'avez dit. Absolument. Et puis, il y a effectivement un très beau travail, un travail qui est au-delà des attentes. Bon. Mais faire un travail au-delà des attentes, c'est un acte qui est presque un acte de gratuité. Hein, parce que, voilà, on me demande quelque chose, je fais quelque chose encore mieux. Bon. Mais en même temps, dans les organisations, c'est un acte qui, pour l'organisation, peut être un acte onéreux, parce que la personne a passé plus de temps que prévu à faire telle ou telle chose. Donc, c'est une manière aussi de résister aux injonctions de l'organisation, qui est de faire vite et bien, pour simplifier, hein, mais faire le plus possible de choses vite et bien. Et en fait, non, faire du beau travail, c'est quelquefois un lieu de résistance. Alors, comment on remet du beau au travail, justement, dans l'entreprise ? C'est déjà une question à se poser soi-même. C'est quoi un beau travail pour chacun de nous ? Il faut prendre le temps de se poser la question. C'est quoi une belle interview pour vous ? C'est quoi un bel article pour moi ? Ou un beau travail pour mes doctorants, etc. Donc, c'est une question à se poser. Et c'est une question qui quelquefois, dont la réponse est évidente,
et quelquefois, une question dont la réponse n'est pas évidente. Par exemple, dans l'enseignement, on peut avoir des points de vue très différents sur ce qu'est un bon travail de recherche. Il y a des gens qui vont beaucoup apprécier telle qualité, d'autres qui vont, au contraire, voir tel défaut dans telle qualité et apprécier autre chose. Ce qui est important, c'est quand même de savoir ce qui est important pour soi. C'est-à-dire que le beau, c'est toujours une expérience. Et quand on a cette expérience positive, comme je le disais, on a envie qu'elle se réitère. Si j'ai pas la possibilité d'avoir cette expérience positive, ben là, il faut prendre de la distance par rapport à ce que l'on fait. C'est-à-dire, est-ce que je peux transformer cette expérience en quelque chose de satisfaisant en le faisant différemment, ou est-ce que je dois faire autre chose, si je peux faire autre chose? Mais il n'y a pas de réponse générale sur comment mettre du beau au travail. On peut avoir des réponses assez générales sur le cadre de travail, sur des règles de bonnes relations de travail. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et quand on voit toute l'évolution de la législation sur le harcèlement, tous les mouvements contre le harcèlement, etc., ça va dans le sens d'une amélioration des relations de travail pour supprimer les côtés pathologiques qui pouvaient y avoir, ou les côtés toxiques qui pouvaient y avoir ou qui peuvent y avoir. Mais ça ne suffit pas à définir de belles relations de travail. On ne les décrète pas. Non. Il y a une alchimie dans les relations de travail, dans les groupes qui font que, le même groupe peut bien fonctionner, alors l'équipe d'à côté va mal fonctionner ou dysfonctionner. Et donc, sur le beau travail, on ne maîtrise pas tout. Et on ne maîtrise pas non plus les relations de chacun, parce que le beau, il est toujours psychosocial, c'est-à-dire qu'il est à la fois psychique et social. Il y a des catégories sociales du beau, des choses que l'on peut considérer comme souhaitables, etc. Et puis il y a l'individu lui-même qui va être sensible plus ou moins à telle chose ou à telle autre chose, en fonction de son histoire, en fonction de tout un tas d'éléments qui lui sont propres, qui sont propres à son histoire. Et donc, sur cette frontière-là, voilà, on peut trouver des éléments, mais on n'a pas d'élément général. Non. En même temps, sur les relations, là, vous étiez sur les relations de travail, mettre en place des relations harmonieuses dans une entreprise va aussi jouer sur les individus, quelles que soient, j'ai envie de dire, leurs difficultés individuelles. Mais mettre des relations harmonieuses entre les individus et mettre une ambiance de travail agréable, c'est un impératif moral pour un dirigeant. D'ailleurs, on le sait depuis la condamnation de Lombard, l'ancien patron de France Télécom, que le dirigeant maintenant est considéré comme responsable de l'ambiance de travail dans l'entreprise dont il a la responsabilité. Et c'est une de ses grandes responsabilités. Donc on peut dire que si on se préoccupe de l'ambiance de travail, du cadre de travail, si on demande aux gens ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, on a la possibilité de leur donner, je dirais, un contexte où ils font un travail satisfaisant. Pour remettre quand même du beau travail, il faut demander aux gens ce qu'ils en pensent du travail bien fait. C'est quoi le travail bien fait pour eux? Et vous avez quelquefois des choses qui sont assez étonnantes. Nous, on avait fait ça, je reviens à mon histoire avec des éboueurs. On leur avait demandé de quoi ils avaient besoin. Et eux, en fait, ils avaient besoin, par exemple, de gants qui ne prennent pas la pluie. Ils avaient besoin de choses très matérielles. Et en donnant ces choses très matérielles, on leur redonnait la possibilité de faire un travail satisfaisant. Mais c'est eux qui savent. C'est pas le cadre dans son bureau. Donc la condition de possibilité pour remettre quelque chose de satisfaisant dans le travail, c'est de demander aux opérateurs, à tous ceux qui travaillent, quel que soit leur niveau, des cadres ou opérateurs, opérationnels, ce qu'ils en pensent, de quoi ils ont besoin, eux, pour être satisfaits de leur travail. Et de le prendre en compte, parce Et bien entendu. On a des effets néfastes. Souvent, quand on demande de combien de temps vous avez besoin, on s'attend à ce qu'on nous réduise le temps de moitié. Souvent dans les projets, enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ce qui fait que les gens, du coup, ils vont en rajouter un peu, parce qu'ils vont dire de toute façon, on va me le réduire. Oui. Et on perd vraiment... C'est des effets absurdes. Voilà. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de confiance... Si on fait ça, si on réduit le temps de moitié, les gens ne sont pas idiots. Ils vont l'augmenter de 50%, comme ça réduit de moitié, et ça ira. Mais c'est prendre les gens pour des imbéciles, et c'est montrer qu'il n'y a pas de relation de confiance possible. Parce que si, une fois que vous avez dit ça, on vous réduit votre temps de moitié, ok, on ne vous la fait pas 2 fois, donc, évidemment, après, vous truandez aussi le système. Mais là, justement, si on prend en compte ce que pensent les gens et si on arrive
On peut peut-être pas tout faire de ce qui est demandé. Il y a peut-être des choix à faire, mais des choix, il faut les expliquer pourquoi. Et tout le monde est capable de comprendre des choix à faire. Tout le monde est capable de comprendre. Les gens ne sont pas des idiots sociaux. Dans les organisations, les collaborateurs ne sont pas des idiots sociaux. Ils comprennent très bien l'environnement dans lequel ils sont. Ils comprennent très bien le contexte de l'organisation. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui savent, avant la direction générale, que l'entreprise va pas bien. Parce que c'est le comptable, c'est la comptable qui voit que les encaissements viennent moins vite et qui voit que le compte en banque, dans la banque, il y a de moins en moins d'argent. Elle en parle à déjeuner avec ses copines secrétaires et les secrétaires, elles sont au courant avant leur patron qu'il y a une partie un peu difficile qui se joue. Les gens ne sont pas des idiots sociaux, donc il faut à tout prix respecter ce qu'ils pensent. Écouter ce qu'ils veulent et puis après choisir, leur expliquer pourquoi on choisit telle ou telle chose. Et en général, la plupart des gens comprennent très très bien qu'il y a des choix à faire et qu'on ne peut pas tout avoir. Oui. Et là, on a le lien entre le travail de qualité, le beau travail et les belles relations de travail, qui en réalité, en tout cas, fonctionnelles, des relations fonctionnelles entre les gens et même, je dirais, de qualité, élégantes. Oui. Voilà. Et puis la belle relation de travail entre la direction et les opérationnels, c'est aussi des relations de respect et de respect mutuel. C'est-à-dire que prendre les gens pour des idiots sociaux, être très autoritaire, ça, ce ne sont pas des relations de respect. En revanche, essayer de leur expliquer ce que l'on veut faire et pourquoi il est nécessaire de le faire dans le contexte actuel, compte tenu par peut-être d'une législation ou de la concurrence, etc., ben là, c'est les respecter parce qu'ils sont totalement capables de comprendre, 9 fois sur 10. Alors, sur ce sujet qui est très vaste, on l'a vu, vous avez écrit donc un livre, je vais le montrer, Pouvoir faire un beau travail. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Et vous avez également, vous êtes auteur de plusieurs autres livres sur d'autres thématiques. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressantes à aborder? Ils sont tous très intéressants à aborder. Ils sont tous très intéressants. On vous encourage à les acheter en masse. En fait, c'est la suite du précédent parce que j'avais publié il y a quelques années, une petite dizaine d'années maintenant, cet ouvrage entre l'enclume et le marteau, les cadres pris au piège, où je montrais que les cadres étaient dans une situation difficile parce que ils étaient vus comme étant du côté de la direction par les opérationnels, considérés comme des opérationnels un peu de haut niveau, mais à peine plus, par les directions, et ils étaient chargés de mettre en place des politiques avec lesquelles ils n'étaient pas toujours d'accord. Et donc, ils étaient dans une espèce de souffrance organisationnelle qui était liée aussi à la complexité de plus en plus grande des organisations. Et je m'étais aperçu en travaillant, en faisant des interventions dans de nombreuses entreprises, que chez les cadres comme chez les opérationnels, cette dimension esthétique du travail apparaissait et surtout l'impossibilité qu'ils avaient de faire un travail satisfaisant. Et cette impossibilité de faire un travail satisfaisant était considérée comme vraiment le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire ce qui les retenait d'être complètement satisfaits de leur travail. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé cet ouvrage sur la dimension esthétique du travail, Pouvoir faire un beau travail, une revendication professionnelle. Pour moi, c'est une revendication professionnelle, mais dans tous les métiers, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on a envie de faire, quelle que soit notre activité. Et c'est une revendication professionnelle que les individus font à titre personnel, mais qui est rarement portée par des collectifs. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème là-dessus, c'est que cette souffrance-là, où les individus n'arrivent pas à faire un travail satisfaisant, ne sont pas en mesure de faire un travail qui soit satisfaisant pour eux et dont ils soient fiers, ben ça va créer une souffrance dont on va parler avec les collègues, etc., mais qui ne va pas donner lieu à une revendication collective très souvent. Parce que c'est quelque chose un peu vague, parce que les critères peuvent évoluer de l'un à l'autre, parce que c'est discutable, et donc on est face à un malaise pour lequel on n'a pas d'espace d'expression. Et moi j'étais frappé quand j'ai commencé à parler de ça avec plein d'opérationnels, ils avaient plein de choses à dire. Ils avaient justement envie d'en parler parce que justement il n'y avait pas de lieu d'expression pour ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai écrit cet ouvrage qui est le prolongement du précédent. Alors où peut-on vous retrouver ?
Alors on peut me retrouver à l'ESCP, on peut me retrouver à l'Université de Paris-Cité, on peut me retrouver sur le réseau international de sociologie clinique. Voilà, j'ai un site jeanphilippebouilloux.eu où je présente un petit peu les différentes publications que j'ai faites depuis quelques années. Voilà où on peut me retrouver. Alors, en dernière question, je fais toujours un tirage au sort. Oui. J'aime bien mettre un peu de hasard dans nos échanges. Donc, je vais vous laisser tirer un nombre de 1 à 9. D'accord. Et en fonction de ce que vous tirez, vous nous dites à quoi ça vous fait penser par rapport soit au sujet du beau travail, mais peut-être à votre parcours professionnel ou à ce que vous rencontrez dans votre vie professionnelle. Voilà. Le 5. 5. Oui, c'est un nombre premier, mais c'est surtout, effectivement, alors, si on parle du beau travail, c'est la main de l'artisan, c'est elle qui fait du beau travail. Il y a de très beaux textes de Sénète et de plein d'autres sur ce que peut faire la main, et en fait, la main qui est quand même le signe même de l'homme, par rapport à toute l'humanité vivante. La main, c'est ce qui, à la fois, nous permet de faire le beau, et puis en même temps, qui le véhicule, qui fait l'apprentissage. Dans l'Antiquité, on parlait des arts mécaniques, c'est les arts de la main. Et les arts de la main, c'était la charpente, la peinture, la sculpture, la poterie. Et ces arts qui étaient à la fois grands, mais pas nobles, moins nobles que les arts libéraux, eh bien, en fait, ce sont les arts de l'artisan. Et la main, c'est la main qui maîtrise à la fois l'esthétique, et puis qui maîtrise la fabrication, la conception, qui maîtrise aussi la connaissance des matières, par le toucher, etc. Donc la main, les 5 doigts de la main sont effectivement les choses centrales dans l'artisanat et dans la production de l'artisan. Donc effectivement, le 5 est un chiffre clé dans le beau travail. Merci Jean-Philippe pour cette belle conclusion. Merci à vous de m'avoir invité, merci pour cette belle interview. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Vision, un monde du travail en mutation.